Législative 2023, dossier Madougou et Aïvor, crispation dans l'opinion. Pendant ce temps, talent imperturbable, Soglo et Yahi, des regrets? Bon, c'est vrai que dans l'opinion publique, tout le monde espère la libération. En tout cas, pour ceux qui se retrouvent de l'autre côté, parce que ceux qui sont acquis à la cause du gouvernement en place vous diront qu'il n'y a pas question de libérer Ricky Madougou et Joël Aïvor, bien évidemment. Mais en tout cas, le grand nombre, dans une certaine mesure, souhaite que ces deux personnalités qui sont retrouvées en prison du fait des situations que nous avons connues au cours de la présidentielle de 2021, beaucoup souhaitent que ces personnalités soient libérées. Et quand bien même ils ont été condamnés à 10 ans ou 20 ans de prison. Donc, je crois que c'est ce que beaucoup de Béninois, en réalité, en tout cas, attendent. Oui. Maintenant, quand on finit de dire ça, on a vu le rapprochement entre le chef de l'État, le président actuel, Patrice Talon Boni-Yahi, et puis son prédécesseur Boni-Yahi, bien évidemment, et puis l'ancien président Nisifo Soglo. D'aucuns pensaient que ce rapprochement allait favoriser, allait faciliter les choses, et accélérer les choses, j'allais dire, pour que les deux personnalités soient libérées. Mais malheureusement, fort malheureusement, on constate que ça prend du temps, quand bien même tout récemment une loi a été votée qui pourrait permettre au chef de l'État d'annuler ses peines, en tout cas de leur permettre d'avoir la liberté. D'annuler l'exécution des peines. Donc je crois que dans une certaine mesure, tout le monde attend Patrice Talon sur la question, mais connaissant Patrice Talon droit dans ses bottes, je crois qu'il décidera quand ça lui plaira de le faire. Donc, quel qu'en soit ce que nous dirons, quel qu'en soit ce que diront les Béninois dans une certaine mesure, le chef de l'État est en tout cas est libre de prendre la décision, mais le souhait, je crois, du peuple béninois, c'est qu'il prenne le plus vite possible cette décision pour permettre à Ricky Madougou et à Joël Aïvor de recouvrer la liberté. Ça prend tellement du temps où on a vu les experts de l'ONU prendre aussi, en tout cas, une décision. Justement, le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Voilà, qui demande que Ricky Madougou soit libéré. Donc, je crois que pendant qu'on a le temps de le faire, il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour ne pas en arriver à ce que beaucoup de structures au plan international commencent par se prononcer sur la question. Il y avait que le chef d'État avait la possibilité de les libérer par amnistie ou bien par grâce présidentielle, ce qui n'avait pas été fait. Et déjà, dès le 1er août, à l'heure du 1er août, le chef d'État devait faire un discours. Et dans ce discours, on pourrait espérer avoir, je dirais, un tel message. Mais fort malheureusement, le chef d'État n'a pas fait de message. Donc, du coup, est-ce ça dit que ce message, comme je le dis à l'époque, c'était pour éviter que si, par exemple, on faisait un message et qu'on n'annonçait pas ça, ça allait contribuer encore à mettre en colère les Béninois. Parce que c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Jusque-là, on ne nous a pas expliqué pourquoi ça n'a pas été fait. Mais c'est tout souhait que le chef de l'État, en tout cas son gouvernement, voit en conseil ministre quelles sont les possibilités de libérer Ricky Madougou et Joël Aïvor. Moi, ma conviction, c'est que ces situations qui sont intervenues dans un cadre, le cadre du processus électoral de 2021, et puis puisque l'élection est déjà derrière nous, et qu'on ne craint plus le pire était déjà derrière nous, pourquoi ne pas les libérer et revenir, c'est-à-dire, je dirais, remettre le compteur à zéro. En parlant de compteur à zéro, justement, on va parler de certains qui n'ont pas maintenu, disons la chose ainsi, le compteur de leurs adversaires à zéro. Il s'agit des garçons du CEG Saint-Rita et des filles du CEG Kobli. On va parler football, une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas souvent qu'on en a au pays. Le Bénin vainqueur donc de l'UFOAB, autant chez les garçons que chez les filles. Je crois que c'est sur ce plateau, j'ai dit, quand on parlait des écuries, je disais, il fallait d'abord dissoudre les équipes, en tout cas seniors et juniors, toute la clique là, il faut les balayer. Et je disais sur ce plateau que le jeune qui a été meilleur du championnat national était là. Et dans le même temps, la Fédération béninoise de football a lancé un test de détection nationale pour les enfants qui doivent aller au centre de formation de Ndalé. Et j'ai dit qu'en réalité, c'est au sein de ces jeunes qui ont été meilleurs au championnat national qu'il faut piocher ceux qui peuvent aller dans ce centre et en même temps faire peut-être un complément avec la détection nationale.
Ce que j'avais dit, c'était très simple. Ces jeunes nous ont montré ce dont ils sont capables au Bénin. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils nous ont montré ce dont ils sont capables. J'ai lu quelque part qu'ils doivent prendre 100 000 $, ça fait 65 millions par équipe. Par équipe. Et donc, c'est quelque chose. Et ces jeunes nous ont montré que, oui, on peut faire confiance à la pépinière. Il n'y a pas d'équipe spontanée dans un pays. Il faut partir de la pépinière. Les enfants qui sont au bas âge, qui savent, qui ont un talent brut, maintenant qu'on peut perfectionner avec le temps. Vous voyez Samuel Eto'o, vous voyez Sadio Mané, vous voyez Didier Drogba. C'est des gens qui sont partis du talent brut. Bien sûr. Qu'on a perfectionné pour être les meilleurs d'Afrique, qu'on chante tout le temps. Mais on ne construit pas une équipe en faisant le tour des pays pour aller chercher des joueurs dans des championnats de deuxième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau. C'est pas ça. À cette allure, le Bénin ne s'en sortira jamais. Nous aurons des concours de circonstances, des chances qui vont nous permettre d'aller à un niveau donné. Oui, en 2019, on a été quart de finaliste de la Coupe d'Afrique, mais il y avait une motivation. Et la chance est dans, on s'est retrouvé à un niveau donné. Mais après ça, que sommes-nous devenus? Donc je pense que ces enfants nous montrent le chemin. Et si les dirigeants du football béninois sont assez conséquents et assez sérieux, je crois qu'ils doivent pouvoir repêcher ces jeunes-là et les mettre déjà en formation, les préparer pour l'avenir. C'est très important. Le jeune qui a été meilleur l'année passée a été encore meilleur cette année. Si je mets ton meilleur joueur de l'année passée, M. Saint-Rita, il a été encore meilleur cette année. Et donc, ce talent-là, déjà, il faut le repêcher automatiquement. Plutôt que de dire qu'on veut lancer des tests de détection nationale, et tout le monde sait que comment parfois ces tests-là sont organisés. Parfois, je ne dis pas que c'est tout le temps de la fraude, mais je dis que parfois, il y a tel ami de tel membre de la fédération ou tel ami proche du ministère qui peut dire, bon, j'ai mon enfant, hein, il joue un peu dans le quartier, vous savez, il marque bien les buts, il dribble bien. C'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Et puis, par magie, on ne sait comment, il se retrouve dans le lot. Bien sûr. On a vu des jeunes qu'on a envoyés au Brésil, dans ce pays. Que sont-ils devenus? Vous rappelez-vous de ce jeune qui a été en Russie, bien évidemment, qui a été sacré, Ouourou, qui bien évidemment, et qui était allé du côté de la Côte d'Ivoire la dernière fois pour un match également, qui nous a montré ce dont il était capable. Mais il manque un suivi. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter les enfants, mais il faut que les responsables du football béninois réfléchissent suffisamment et comprennent qu'en réalité, il faut, au fur et à mesure qu'on évolue là, laisser tomber ces joueurs qui n'ont plus rien dans la jambe en réalité. Je ne suis pas footballeur, mais moi je crois qu'à les observer, combien de personnes. La dernière fois, comment vous pouvez gagner un match jusqu'à 3-0? Et à la dernière minute, vous prenez un but. Et le seul but que vous prenez pouvait vous disqualifier. Mais vous pouvez marquer 3 buts à la dernière minute, vous prenez un but. Sur vos installations. Et ils sont disqualifiés en même temps à cause de ce seul but. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les gars ne sont pas endurants. Parce que quand vous marquez 3 buts et que vous êtes déjà qualifié pour le prochain tour, vous devez faire tout pour éviter. Mais sur vos installations, vous marquez un but à la dernière minute. Ça veut dire que ceux-là ne sont pas endurants. Il va falloir finir avec eux. Et maintenant, moi je dis une chose, le Bénin, en réalité, pour moi, doit continuer à participer aux compétitions, mais sans rien espérer. Parce qu'on ne peut pas dissoudre l'équipe, on risque d'avoir des problèmes avec la FIFA et la CAF. Mais il faut les laisser jouer, mais sans mettre assez de moyens. Si un joueur est prêt à venir jouer pour prendre la moitié de la prime qu'on leur payait, qu'ils viennent. Autrement, là, rassembler les jeunes par département, là, qu'ils fassent l'équipe nationale. On peut les battre 10-0, ce n'est pas un problème. À un moment donné, les jeunes que vous avez préparés avec le temps deviendront meilleurs et feront votre honneur. Plutôt que de continuer à mettre de l'argent chaque fois, leur acheter billets d'avion, ils viennent ici, sur les propres installations, on les bat et personne ne peut parler. Les gens vont au stade et rentrent tous désespérés. Moi, je vais passer mon temps à me mettre en difficulté. Moi, je ne supporte pas. Non, c'est sérieux. Et chaque fois que je vais au stade... Et devoir après aller prendre des comprimés. Des comprimés. Chaque fois qu'on va au stade et qu'on bat les écureuils, j'ai mal. C'est-à-dire que j'ai la fièvre en même temps automatiquement. Et ça tente vers le paludisme. L'exemple justement de ces jeunes garçons et surtout de ces jeunes filles de Coblé, justement, en est un de palpable. Dans ce pays, on a dit... On comprenne enfin que c'est à la base qu'il faut reprendre le travail. On a dit les jeunes de Coblé, les jeunes filles. Non. Écoutez, dans ce pays, on a une équipe nationale féminine et c'est rempli des Nigérianes. Il y a des Nigérianes qui étaient dans l'équipe nationale féminine. Ils ne viendront pas me dire le contraire.
D'accord. Donc, vous avez eu le temps de vérifier tout mais ça? écoutez, ils savent ce dont je parle. Aujourd'hui, là, on a des filles de chez nous, là, de Kobli, qui savent jouer au football. C'est des petites filles. Formez-les. Avec lesquelles il faut travailler. Donnez-leur les moyens. Travaillez avec eux. Mettez-les en confiance. Motivez-les. Vous allez voir dans 5 ans ce qu'elles seront. Plutôt que de chercher à Missebor ou à Sekandi ou à Semokrake, cette fille-là, qui en réalité ne travaille pas, mais qui savent un peu jouer un peu du football là pour les mettre dans l'équipe nationale. Et on dit que c'est une équipe nationale du Bénin. D'accord, oui, mais quels ont été aussi leurs résultats à un moment donné? Parce que ce n'est pas leur drapeau, dans une certaine mesure. À un moment donné, elles ont peut-être envie de faire, mais compte tenu de certaines circonstances, qui va se mettre en difficulté pour se casser les jambes dans une certaine mesure. Donc, je crois que nous avons maintenant une pépinière. Ils viendront me dire encore que non, c'est parce qu'ils ont gagné en Côte d'Ivoire qu'il faut les considérer. Non, mais écoutez, les jeunes ont montré du talent brut. Travaillez avec eux. Donnez-leur les moyens. S'il y a un centre de formation, envoyez ces enfants dans les centres de formation. La pierre. Voilà, envoyez ces enfants dans les centres de formation. Quand on va commencer comme ça, je crois on va espérer des résultats dans les grandes catégories. Les enfants, ceux dont on parle, c'est autour de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, ça veut dire que quoi? Dans 5 ans, voilà, ils ont atteint pratiquement la majorité. Oui, on a les cadets, on aura les juniors. Et au fur et à mesure, les gars vont évoluer en équipe. Et ils seront, imperturbables, n'est-ce pas? Inébranlables. Parlons football pour continuer. Laurent Roland Tonneikes. Bientôt la Coupe du Monde. Quelles sont les chances du Bénin de... Je blague. Je blague. C'est vrai que j'ai écrit une bêtise que les Ukrainiens prenaient le vol, mais écoutez. Non, plus sérieusement. Les chances des équipes africaines. Nos joueurs béninois iront regarder suivre les matchs pour avoir de l'expérience. Mais encore que même ils ont fini avec l'expérience, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Dans leur jambe, il n'y a plus de compétition. Même s'ils vont là-bas, sur ce spectacle, seulement ils vont rentrer. Donc, mais non, pour les équipes africaines, on suit un peu. Samuel Eto'o qui dit que le Cameroun fera mal. Oui, donc je crois que les... Et sera face en finale à une autre équipe africaine. Ils ont même fait une vidéo où le Cameroun a déjà remporté la coupe. Ils avaient suivi le trophée. J'ai vu la vidéo, ça m'a fait sourire. Non. Écoutez, plus sérieusement, il faut que les équipes africaines à la Coupe du Monde se prennent au sérieux. De toute façon, ce qui est bien, c'est que le Qatar a interdit certaines fréquentation dans son pays. Donc ça pourrait donner plus de chance aux joueurs africains parce que qui se prennent au sérieux. Oui, parce que souvent c'est eux qui sont les plus indisciplinés parfois. Aller de tel en hôtel avec les femmes. Dans le pays, on leur a dit que les caméras sont partout. Donc il n'y aura pas de en tout cas de désordre. Il y aura beaucoup de contrôle. Tout au moins, ils seront concentrés, tout au moins. Et ils auront un peu de force en eux pour jouer. Maintenant, quelles sont les chances? Moi, je crois que il y a le Sénégal qui mais avec Sadio Mané, Sadio Mané qui est blessé. Oui, c'est pas celui qui va jouer. S'il doit jouer, peut-être ça va être les derniers matchs. Si entre-temps ils n'arrivaient pas, s'ils entre-temps l'équipe arrivait à sortir des matchs de poule dans une certaine mesure. Moi, je ne vais pas oser miser sur pronostiquer ou donner mon avis sur les équipes africaines. Parce que vous savez, souvent, c'est sur le terrain que vous allez voir maintenant des histoires de prix. Vous allez voir et ça fait que... quand on veut courir le matin, l'Argentine pas derrière. Ce qui est sûr, on va leur souhaiter bonne chance. Bien sûr. Que la meilleure équipe d'Afrique nous fasse honneur pour une fois, tout au moins. À savoir le Sénégal, justement. Oui, le Sénégal, le Cameroun. C'est le Sénégal. Pardon? Sur le papier, c'est le Sénégal. Oui, mais déjà, leur pion essentiel qui ne sera pas dans la compétition, c'est le meneur. Donc, dans une certaine mesure, s'il est dans l'équipe, il pourra les motiver avec ses mots, mais sur le terrain, il n'y a que parfois ces grands joueurs, ces grands noms, parfois, quand ils sont sur le terrain, à eux seuls, ils peuvent changer la donne en quelques minutes. Donc, leur absence parfois... L'impact psychologique que leur présence peut avoir à la fois sur les joueurs de leur équipe et sur les joueurs de l'équipe adverse. Voilà, donc il y a ça, parce que la présence de Sadio Mané déjà peut déstabiliser quand vous prenez un Eto'o dans un match ou bien un Drogba ou bien un Messi ou un Cristiano dans le match. Rien que ça... Donner des exemples béninois. Oui, un Cessignon, non, pourquoi pas. Oui. Non, je sais qu'à une époque, c'est... Non, je ne dis pas qu'ils ont... Je ne dis pas que les joueurs béninois ont été nuls. Voilà. Ils ont été bons à un moment donné. Mais là, maintenant, ils sont fatigués. Il faut les laisser aller se reposer. D'accord. Cessignon a été une pièce maîtresse. On a vu ce qu'il a fait avec l'Algérie ici. Bien sûr. Il ne faut pas
dit le Il y a eu contraire. des Mauritala, Des Mauritala, des Tchomogo, des Razak Motoy aussi. Ils ont été bons à un moment donné. Même Latoundji, Moussa Latoundji à un moment donné. Voilà. D'accord. Mais le temps est passé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que déjà, par exemple, Latoundji qui a été joueur au même titre coéquipier de Sessayon, on arrive à le mettre encore dans une équipe alors que le gars s'est arrangé pour aller trouver un club. Je suis allé chercher sur Internet, je n'ai pas vu les traces. Laurent Roland Toninquès, parlons pour finir très rapidement des effectifs donc pléthoriques dans les prisons. Le gouvernement est dans une démarche de rééquilibrage. Oui, je crois que quand vous suivez les informations. J'ai un document sur les prisons. Je crois que c'est les avocats qui avaient produit le document. C'est bizarre, j'avais le document dans ma bibliothèque depuis des années. Depuis que j'ai reçu, j'ai déposé ça là. Okay. Et la dernière fois, je rangeais quand j'ai retrouvé le document. C'est bizarre, c'est cette semaine la semaine passée que j'ai lu le document, j'ai commencé à le lire. J'ai compris que les avocats avaient fait un travail sur les prisons. D'accord. Les conditions de vie, l'effectif pléthorique, tout ça là. Donc, ça vient à point nommé qu'un journal n'a pas ce matin. Oui, Express en passe ce matin. Effectif des détenus dans les maisons d'arrêt au Bénin, le gouvernement dans une approche de rééquilibrage. Les maisons d'arrêt sont surpeuplées. Il n'y a pas d'espace, les gens sont en difficulté. Quand vous allez voir peut-être des gens en prison, vous leur posez des questions, c'est difficile. Et ceux qui ont la chance d'avoir un peu de moyens ont la possibilité de vivre dans de bonnes conditions. Ceux qui n'ont pas de moyens, dont peut-être qui sont parfois abandonnés par leurs parents, doivent souffrir le martyre pour pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'ils sont privés de liberté, mais ils sont privés parfois de l'essentiel qui leur permet de vivre un peu, en tout cas, un peu décemment dans une certaine mesure. Et rééquilibrer, en tout cas, faire en sorte que nous puissions réduire ces effectifs et permettre à ce que les gens vivent mieux, je crois que c'est une bonne chose. Est-ce qu'il faut qu'on construise de nouvelles prisons? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il va falloir travailler à l'éducation de la société. On ne va pas continuer à construire plus d'écoles que de prisons. Voilà, on ne va pas continuer à construire des prisons pendant que nous manquons de salles de classe. Et dans des pays, je crois que ça doit être la Norvège ou la Suède, il y a un pays, par exemple, qui a fermé beaucoup de prisons. Donc, parce qu'à un moment donné, il y a eu un travail d'éducation des citoyens. Qui a été fait, donc... d'éducation des citoyens. Les citoyens. Donc, travaillons à cela. Je crois que les ONG doivent pouvoir suffisamment travailler à cela. Permettre, aller dans les prisons, parler aux gens, leur parler de Dieu. C'est vrai qu'on a vu des prisonniers qui sont allés rencontrer Allah et Jésus en prison. Oui, justement. Donc si les autres prisonniers pouvaient avoir des gens qui vont leur parler de Allah ou de Jésus en prison, je suis sûr que quand ils vont sortir, ils vont se ranger, ils ne vont plus faire les mêmes bêtises. Je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes politiques en prison, mais je parle de ceux qui peut-être ont braqué, ceux qui ont volé un mouton, ceux qui ont volé une moto, ceux qui sont allés défoncer une maison. Ceux-là, par exemple, il leur a manqué quelque chose à un moment donné. C'est quelque chose-là, il faut que ce soit... spirituelle. Voilà, c'est pas spirituel, éducation spirituelle, mais civique. Donc, c'est le rôle des confessions religieuses et c'est le rôle des zones de la société civile, bien évidemment. Et vous allez voir que quand on va embrasser ce chemin-là, on va commencer cela, il y a beaucoup de personnes qui, sortis de prison, vont travailler à remettre en cause, se corriger, être des modèles pour la société. Vous faites bien de parler de la question de la sensibilisation, parce que dans le même temps, malheureusement, on en a qui en sortent et qui après se débrouillent pour y retourner. Non, mais justement, dans l'actualité. Vous savez pourquoi les gens... Je crois que je l'ai dit une fois, les gens sortent de prison et ont envie de repartir. Pourquoi? D'abord, quand les gens sortent de prison, où on traverse que, par exemple, à chaque occasion, le chef de l'État sort une note de grâce présidentielle, une liste de grâce présidentielle. Mais quelle est la stratégie de reconversion de ces personnes? La réinsertion professionnelle. Voilà, réinsertion professionnelle de ces personnes. Le monsieur, à un moment donné, c'est vrai, il a volé une moto, il est allé en prison. Aucun de ses parents n'est allé le voir parce qu'il est dit à une pourriture, il faut le jeter. D'accord? Il y a des gens qui ont de mauvais soins. D'accord? Mais il y a des gens, c'est les circonstances de la vie qui les ont conduits à changer de vie, à devenir voleurs. Mais le gars vole et tout le monde l'abandonne. Sa femme divorce, s'en va avec ses enfants, disparaît dans la nature. Il ne sait pas où se trouve la femme. Ses frères et sœurs l'ont rejeté. Toutes les fois, de la prison, il a envoyé des commissions pour eux, pour dire de venir le voir. Il l'a insulté pour dire qu'ils ne veulent pas de lui. Il est rejeté de la famille. Il est indigne. En tout cas, autant de choses pour le décourager. Ce monsieur reste en prison.
il fait peut-être 2 ans, 3 ans. Il sort de prison. Il sort de prison. Voilà, il était rejeté par sa famille. Devant la prison déjà là, il se dit, où est-ce que je vais partir? Parce que c'est là le problème. Quand on libère les gens de prison là, est-ce qu'on s'assure de savoir où est-ce qu'ils vont? Donc, il se retrouve devant la prison. Il ne sait pas où aller. Aller chez ses parents ou est-ce qu'il peut aller chez un ami? Voilà que ses amis, même pendant 2 ans, n'ont pas demandé d'après lui. Il se reste là, il réfléchit. Vous allez voir, il va dormir peut-être à Tokpa, sous le pont quelque part. Et 2 jours après il s'arrange pour qu'on l'arrête, pour le mettre là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il a appris à natter, à faire les nattes, à vendre, à faire les éventails et autres là, à faire des chapeaux, à faire des chaussures. Il est devenu cordonnier en prison. Ça lui permet de vivre. Et là-bas, il a même réussi à avoir une petite, en tout cas, une liaison quelque part là-bas. Il est heureux. Donc, vous voulez, quand il sort comme ça... Donc, c'est possible aussi tout ça en prison. Mais écoutez... D'accord. Donc, quand c'est comme oui, ça, quand c'est comme ça, je pense qu'il y a un problème. Donc, il faut travailler à la réinsertion des gens. Il faut leur parler suffisamment, mais que les familles aussi évitent de rejeter tout de go les éléments de leur famille. Les leurs qui se retrouvent en prison. Les leurs qui se retrouvent en prison parce que il n'y en a pas mieux qui font même pire que ces personnes pourtant. Mais ils n'ont jamais été arrêtés. Mais c'est pas parce que lui a été arrêté que vous allez le jeter comme une pourriture. Aucun être humain n'est une pourriture. Il faut travailler, continuer à travailler, à corriger la personne, lui donner les conseils dans une certaine mesure. Et ça va lui permettre de reprendre confiance. C'est vrai qu'il y a des cas, des récidivistes. Vous avez tout fait, il ne va pas changer. Ça, on peut comprendre. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une raison pour le rejeter. Parce que le jour où on va le brûler, on va l'arrêter. Bon, je ne permets pas ça. Le jour où on va l'arrêter et qu'on va lui demander son nom et qu'il va dire « Je suis Tony Kestan », on va le lier à votre automatiquement. Absolument. Partout où vous allez passer, on dira que c'est le frère du voleur qu'on a arrêté à Fifadji. Donc, autant mieux leur parler, les conseiller, c'est la meilleure option. Et leur permettre de se réintégrer à la société. Merci à vous, Laurent Roland Tony Kestan.